La Renaissance est l'époque où l'Europe redécouvre les civilisations antiques du bassin méditerranéen. C'est le foisonnement hypertrophique d'art nouveau, la rivalité accrue de la bourgeoisie des villes et des parlements face à la noblesse des campagnes, et l'essor des universités comme la Sorbonne à Paris. C'est aussi l'âge d'or de la piraterie, l'avènement du mercantilisme et des colonisations, le développement de la réforme protestante et une période caractérisée par les guerres de religion, malheureusement. J'ai l'impression, Frédéric, que non seulement ton univers tire son inspiration de cette ère, mais qu'Argyropé, en tant que production intellectuelle, est à l'image de la Renaissance dans ses fondements. En utilisant des illustrations en noir et blanc, tu nous renvoies au fantasme délectable des bons vieux temps du JDR d'autrefois, comme les artistes de la Renaissance étaient renvoyés à l'Antiquité idéalisée. Tu nous fais redécouvrir une façon de jouer que nous avions oubliée dans les temps obscurs des systèmes construits sur le principe d'élimination systématique des adversaires, pour nous rappeler à la civilisation d'un univers profondément construit et fort d'une cohérence qui dépasse la sphère immédiate des personnages joueurs. En d'autres termes, tu as créé un monde virtuellement légitime pour ceux qui y participent, auquel on a envie de croire et de contribuer, réellement immersif. Tu mets en avant la mise en situation et la mesure dans les combats, en soulignant la gravité des conséquences, ce qui sublime les enjeux et donc l'implication des joueurs. Ton univers est admirable d'abord et avant tout parce qu'en dépit de sa magie et de ses accents fantastiques, il reste vraisemblable dans ses tenants et aboutissants. En te démarquant des tendances actuelles dominées par l'inspiration moyenâgeuse et le pessimisme de la dark fantasy, Argyropé suit exactement le parcours historique des arts et de l'évolution de la pensée. Ton jeu casse les codes établis par l'aristocratie installée, les croyances d'un monde ludique en sclérose pour nous offrir un divertissement innovant, riche et généreux, lumineux, instructif et inspirant qui fait l'apologie de la vie. Bonsoir et bienvenue dans cette 9e émission de JDR Press. Je suis Frédéric Marin, donc je suis un petit gars là qui va tout doucement atteindre ses 37 ans et j'habite à Strasbourg aujourd'hui. J'y vis, j'y travaille et je suis effectivement depuis pas si longtemps que ça au final l'un de ces chanceux qui a réussi à publier son jeu de rôle. Puisqu'on est là pour parler d'Argyropé, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation globale de ton jeu, s'il te plaît, Frédéric ? Oui, quelque chose de rapide et de succinct. Argyropé est un jeu de rôle de Renaissance Fantasy urbaine qui se passe dans un univers de low fantasy plutôt optimiste. Et avec ces quelques mots-clés, en fait, on a tout ce qu'il faut pour décrire Argyropé. On a le côté donc de Renaissance Fantasy, donc on cadre ça sur un univers type Renaissance européenne, Renaissance au sens large, avec beaucoup de permissivité de ma part, et on s'étale sur toute la période Renaissance, du début jusque d'ailleurs jusqu'au siècle des Lumières. On est dans un petit côté fantasy, puisque la magie existe, mais néanmoins on est dans de la low fantasy, c'est-à-dire que la magie existe, mais elle n'est pas omnipotente, elle n'est pas omniprésente, et on va voir relativement peu de fantastique, de surnaturel, dans le sens où il n'y a pas de gobelins, d'orques, d'elfes, de dragons. On est sur des protagonistes humains, et 99% des affrontements, on va dire, ou en tout cas des antagonistes, seront humains ou animaux. D'accord. Avec un petit pourcent encore de quelque chose un peu plus panaché, un peu plus rigolo, qui appartient vraiment à la fantasy. On est dans un jeu de rôle urbain, puisque tout va se passer dans la cité d'Argyropé. Donc le jeu de rôle porte le nom de la ville, un peu comme l'Aélite, qui porte le nom de la ville. Et on est dans une cité donc gigantesque, tentaculaire, avec énormément de choses qui peuvent se passer. Et l'idée, c'est d'offrir un immense cadre de jeu, ce qu'on va appeler un bac à sable, un cadre de jeu avec des limites fixées, avec toutes les lois, comment ça s'enchaîne, et laisser les joueurs vivre dedans et interagir au gré des scénarios. Et enfin, on a le côté optimiste, puisqu'on est dans un univers qui prend le contre-pied de la tendance actuelle, qui est la dark fantasy, ou la dark ce que vous voulez, où l'on joue principalement dans des univers sombres, pessimistes, déprimants, où il n'y a que très peu de lueur d'espoir. On pourrait, si vous ouvrez n'importe quelle page qui liste les jeux de rôle de ces quelques dernières années, vous aurez bien 70%, voire plus, de jeux de rôle qui se classent dans le dark.
Donc ici, on va être dans un côté opposé. C'est pas tout brillant, on va être dans quelque chose de beaucoup plus raisonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du meurtre, du viol et des choses horribles comme ça dans la rue à longueur de temps. On a une violence qui existe, mais elle va être plus sourde, plus feutrée. Et surtout, on va se permettre d'avoir des personnages qui sont dans toutes les nuances de gris possibles. On va avoir du gris très clair, des gens très bien, qui peuvent avoir leur part de problèmes en exagérant de vices. Et on peut avoir des personnes qui sont au contraire de l'autre côté du spectre, où là, on va avoir des gens beaucoup plus sombres, plus violents, plus négatifs, mais qui sont pas forcément des ordures irrécupérables. Et ça permet en fait d'offrir un cadre où on peut se sentir libre d'arpenter la cité sans craindre quoi que ce soit, particulièrement, mais en laissant la porte ouverte à toutes les thématiques matures, fortes, des thématiques typiquement pour les personnes adultes ou majeures, et qui peuvent explorer les tréfonds de l'âme humaine. Je ne pense pas que j'ai créé quelque chose de parfaitement inédit, puisqu'au final, des univers urbains, ça existe. La période de la Renaissance fantasy a déjà été utilisée, on pense, je vais donner des exemples, mais Warhammer, typiquement, c'est dans de la Renaissance fantasy, vous avez Venzia, vous avez plein d'autres choses qui existent. Vous avez des univers qui sont de low fantasy, il y en a beaucoup qui existent, de très très bons aussi. Le côté optimiste, moins, on va dire. Et par l'optimisme, encore une fois, j'entends non seulement cette nuance de gris, mais aussi, et là je ne l'ai pas dit, mais un univers qui va être porté sur le progrès social, sur la science, l'art, la culture. Là, c'est un peu plus rare. Certains parlent de solarpunk pour catégoriser le genre. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup, qui est voire même très rare en jeu de rôle. Mais c'est pas l'étiquette que je veux mettre à RGOP. Parce que dans le côté solarpunk, on a un côté utopiste, ce qui n'est pas du tout le cas d'RGOP. On n'est pas dans une utopie, loin de là même. Et on a le côté punk. Et le punk, c'est, quand on accole ça, c'est qu'on va prendre quelque chose et on va le dévier de sa fonction initiale pour le rendre un peu plus pétillant, en positif ou en négatif. Un peu comme la musique punk, qui voulait exprimer quelque chose un peu à contre-courant. Et là, je suis pas particulièrement à contre-courant à travers RGOP. On va dire plutôt que j'ai fait une recette, ma propre recette d'un jeu de rôle que j'apprécie, que j'ai envie de faire découvrir et jouer, qui est peut-être inhabituel, mais on ne peut pas crier à quelque chose d'absolument inédit. Non, pas du tout quand même. Alors, je suis passé par un financement participatif, Game on Tabletop, et non, au contraire, ça n'a pas été trop compliqué. Ça a été même plutôt une bonne surprise de ma part. On va pas se mentir, c'est long à faire un financement participatif parce que je suis tout seul derrière RGOP. Certes, je n'illustre pas parce que je n'ai aucune compétence artistique. Néanmoins, j'ai embauché des illustrateurs et des illustratrices pour cela, mais il a fallu que je m'occupe de toute la partie rédaction, maquettage, communication, publicité, service après-vente, ensuite la manutention, l'envoi, la réception, bref. Dialogue avec les imprimeurs, dialogue avec le public au travers de forums, de réseaux sociaux. Donc c'est très lourd, c'est une charge très 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 importante, surtout quand on est seul. Mais néanmoins, ça s'est très bien passé. À la base, je demandais 5500 €, quelque chose comme ça, pour lancer l'impression à fond perdu. Ce que j'ai fait avec RGOP, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent, voire même très rarement, c'est que depuis des années, j'ai ce projet d'RGOP, je concrétise au fur et à mesure de mon expérience rôliste. Et j'ai la chance d'avoir mis un peu d'argent de côté. Je suis pas très dépensier, et donc j'ai mis un peu d'argent de côté au fur et à mesure des années en me disant que je me ferais plaisir un jour avec quelque chose. Et il y a à peu près 2 ans de ça, je me suis dit, voilà, je sais avec quoi je vais me faire plaisir. Je veux créer mon propre jeu de rôle. Donc, j'ai pris mes petits sous et je suis allé voir les illustrateurs, et je les ai embauchés. Et j'ai payé de ma poche toutes les illustrations. J'ai fini l'intégralité des livres de la gamme d'RGOP, écrit, maquetté, relu, illustré. Et seulement après, j'ai fait le financement participatif. Et à partir de là, en fait, le financement a débuté en mars de cette année. On est toujours dans l'année du financement. Et ça a duré 1 mois, jusqu'au début avril. Et alors que moi, je m'attendais éventuellement à un petit succès d'estime, à obtenir 6 000 €, quelque chose comme ça, je me disais, je croise les doigts, ou un échec. Après tout, je suis un anonyme, personne ne me connaissait dans la sphère rôliste, et j'ai jamais publié quoi que ce soit avec qui que ce soit, à part quelques petites œuvres
dans les murder parties ou différentes choses, mais jamais, personne n'a entendu parler de moi. Donc un anonyme qui vient tout seul avec son propre projet, je me suis dit que ça allait faire lever des sourcils et surtout des gens qui n'allaient rien en avoir à faire. Et le financement a été un très très beau succès. On est monté à plus de 15 000 euros. Ça a été fantastique. On a décroché quasiment tous les paliers. Ça m'a donné un peu de travail supplémentaire, mais avec un grand plaisir. Et le financement est aujourd'hui fini, clôturé. Il n'y a pas de late pledge. D'accord. J'ai fini le financement. La page Game on Tabletop, elle est fermée. J'ai rendu les clés. J'ai passé un coup de balai. Néanmoins, il est toujours possible de me commander les exemplaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez les trouver sur Itch.io en PDF en m'envoyant un email à argiropé@gmail.com. Très facilement trouvable. C'est sur la page du financement participatif. Et on passe ensemble pour une vente en direct de la gamme, des livres, des PDF, ce que vous voulez. Donc c'est fini. Et sachant qu'en plus, tout a été livré. Le 15 septembre, l'intégralité des 160 souscripteurs avaient reçu ça ou ses contreparties. Tout était fini. Donc j'ai livré dans les temps, avec un peu d'avance même. Et ça me permet maintenant de travailler sur la suite d'Argiropé. Vous trouvez l'email sur la page de Game on Tabletop. Vous trouvez l'email un peu partout chez les réseaux sociaux. Instagram, Discord, Facebook. C'est très facile de me contacter. Je suis même sur les forums de Casus No ou de Black Book Edition. D'accord. Et voilà, un simple contact et ça passe tout seul. On fait ensemble une annonce Le Bon Coin, un paiement direct, ce que vous préférez. Et encore une fois, sur Itch.io, vous trouverez mes productions de jeux de rôle en PDF. Mais bon, encore une fois, Kita, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous payerez le même prix, mais moi, ça m'évite de perdre une commission sur Itch.io, par exemple. Ça, c'est le fait d'être en auto-édition et d'être un indépendant. Effectivement, si j'appartenais à une boîte, à une société d'édition, je pourrais pas me permettre de faire ça. Mais vous seriez surpris de voir que, je pense, l'immense majorité des indépendants et tous ceux en auto-édition sont ravis que vous les contactiez directement pour parler du jeu, pour leur commander ou leur faire des retours. Être en indépendant, en auto-édition, ça permet une certaine proximité avec le public qui est un peu plus franche peut-être qu'au travers d'une société d'édition, dans laquelle il faut quand même représenter la boîte et faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. J'ai déposé pour la première fois dans une boutique à Strasbourg, la librairie de l'Escapade, des exemplaires de la gamme d'Argiropé, un site de speedrun RPG, mais ça on pourra en parler plus tard si on veut, pour une vente au travers de la boutique. Donc à partir d'aujourd'hui, je ferai bientôt une news sur les réseaux sociaux, mais avec des photos une fois que tout sera mis en place, mais aujourd'hui, la librairie a reçu les livres pour les vendre. Et donc, oui, à partir d'aujourd'hui, Argiropé est disponible en magasin. Et je vais contacter d'autres magasins, à la fois à Strasbourg et même ailleurs, sur Paris, sur d'autres. Je vais commencer à le faire. Mais forcément, les magasins doivent vivre et il n'y a aucun problème à ça. Donc, elles prennent une part substantielle du prix de vente. Donc, je préfère largement pouvoir vendre mes gammes, mais étant donné que j'ai quand même encore quelques dizaines de gammes en stock, qui sont des surplus, je me suis permis d'imprimer un peu plus que ce qui a été commandé pour avoir du RAB, pour pouvoir continuer à faire découvrir la gamme. Donc j'ai un peu de RAB, mais je me permets d'en envoyer dans les magasins pour ici pas vraiment gagner de l'argent, mais plutôt pour étendre le réseau de diffusion et peut-être la renommée d'Argiropé. Jusqu'à aujourd'hui, Argiropé, donc la gamme se compose des 2 livres de base, le livre d'univers qui présente l'univers, le cadre de jeu et ses secrets. Aucune règle à l'intérieur, donc ça permet d'être adaptable avec n'importe quel moteur de jeu. Le livre Règles et bestiaires, qui là est un moteur de jeu qui a été fignolé pour fonctionner avec Argiropé, donc il y a vraiment une émulation de l'un de l'autre qui fait que les règles fonctionnent avec l'univers et l'univers fonctionne avec les règles. Et vous avez l'écran avec son petit livret qui permet une petite aventure de 5 heures, une architecture, un scénario sans conséquence, vraiment juste du plaisir. Et après, vous avez 3 suppléments qui sont déjà sortis, qui sont tous des suppléments de scénario. Et d'ailleurs, tout ce qui sortira normalement dans le futur ne seront que des suppléments de scénario. Vous avez Premier Pas, qui permet de débuter à jouer dans Argiropé pour des joueurs qui n'ont
pas forcément lu le livre, voire même qui ne connaissent pas forcément le jeu de rôle. C'est très didactique, ça permet d'apprendre au fur et à mesure où est-ce qu'on se trouve, quelles sont les règles de l'univers, comment on joue, quelle est la feuille de personnage, comment tout ça se passe. Il faut compter une bonne quinzaine d'heures de jeu pour en voir le bout, sans faire les quêtes annexes ou les quêtes tierces. Vous avez Clair de Lune, qui est une campagne qui a été écrite pour Argyropé, débloquée pendant le financement participatif, qui, elle, est sur bien 35 heures de jeu. Et on peut pousser un peu plus loin, parce que si vous voulez fouiller le scénario, il y a vraiment de quoi faire. Là-dessus, on est sur un scénario qui me plaît énormément, puisqu'elle touche des thèmes qui me sont chers, qui sont l'art et la science, ici l'astronomie. Et on est sur un... Alors, sans trop en parler, pour ne pas révéler quoi que ce soit, mais Bien on est sûr. sur une campagne où vous pouvez faire l'intégralité de la campagne sans jamais vous battre, sans jamais passer par les armes ou l'affrontement. Les joueurs étaient ravis de faire 35 heures de jeu sans jamais avoir affronté qui que ce soit. Mais il faut savoir que dans RGOP, vous pouvez vous battre. Il y a un système d'ailleurs très panaché de combat et de retour sur du combat. Et après, bon, là, c'est pas le cas. Par contre, le supplément d'après, Fripouille, là où vous jouez des petites frappes, de la pègre, là, il y a un peu de combat qui est le bienvenu. Même celui-ci, vous pouvez potentiellement totalement l'éviter. Donc bref, voici la gamme totale telle qu'aujourd'hui elle existe et est disponible à la fois en commande et en boutique. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas contacté de société d'édition, la première raison qui m'est venue chronologiquement, c'est parce que j'avais pas confiance en moi, dans le sens où c'est le premier jeu de rôle que j'écrivais en dur. Des scénarios, des univers, j'en ai créé pendant 20 ans. C'est pas un problème. J'adore écrire, écrire n'est pas un problème. L'imagination vient assez bien jusqu'à aujourd'hui. Mais non, je me disais, mais ça va intéresser personne aujourd'hui. Dans le cadre actuel, dans la mentalité du jeu de rôle, dans la manière de raconter les choses, parce que comme tu l'as montré, Argyropé, c'est des livres épais. Ouais. Il y a beaucoup de descriptions, c'est très exhaustif. Ah oui, et ça c'est je sûr. me suis dit, bon, on est dans une ère où déjà il y a la dark fantasy qui domine, et en plus, les livrets vont souvent avoir tendance à être très concis pour aller extrêmement vite à l'essentiel et laisser les joueurs et les maîtres de jeu broder autour, débrouillez-vous, je vous donne le squelette. Ce que je n'aime pas. C'est une chose que je n'apprécie pas dans le jeu de rôle. Ça, c'est juste personnel, c'est pas de dénigrement. Et je n'apprécie pas quand j'ai un livre où je dois... je vais vous donner un exemple. Par exemple, la cité de Marienbourg dans Warhammer. Vous prenez le livre de la première édition, vous l'ouvrez, il y a une belle carte avec plein de quartiers, et il y en a, je sais plus, 6, 7, 8 qui sont décrits, et tout le reste, c'est littéralement marqué « Débrouillez-vous ». Ouais. J'ai hurlé quand j'ai vu ça. J'ai hurlé. Si j'achète un atlas d'une ville, je veux qu'il soit complet. Si j'achète un guide du routard pour aller à Strasbourg, j'ai pas envie qu'il y ait 3 quartiers sur les 20 que compte Strasbourg. Et débrouillez-vous pour trouver le reste. Ça m'a toujours énervé. Et c'est pareil pour les scénarios. J'aime les scénarios qui, à la fois, ont une histoire à raconter, un fil, pas forcément un truc linéaire, mais un thème fort que l'on veut mettre en avant, ou plusieurs thèmes, et qui sont détaillés. C'est pas au maître de jeu de créer la chair autour du squelette du scénario. Et donc, ça demande effectivement d'écrire un peu plus, de détailler plus. Et donc, j'ai fait tout ça. Moi, j'adore faire ça, j'adore vraiment écrire. Et voilà, tout simplement, je me suis dit, les éditeurs, ils vont m'envoyer bouler. Parce que ça se fait pas, ça se fait plus. Et donc, je suis parti, je me dis, écoute, quitte à, vaille que vaille, je me lance tout seul. Et si je me plante, au moins, je me plante seul. J'avais déjà mes illustrations. Si je vais voir un éditeur, il y a des chances, pas forcément, mais il y a des chances, ça arrive souvent même, que l'éditeur dise non, les gribouillés, là, j'en veux pas. J'ai mes propres artistes avec qui je travaille, j'ai des contrats, c'est eux qui vont faire ça. Sauf que le dialogue entre les artistes et l'auteur, il n'est pas il n'est pas aussi fort s'il existe que quand on est en indépendant et avec qui on dialogue avec les illustrateurs pour vraiment détailler la chose. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'appréciais cette liberté, j'appréciais de faire comme je le voulais, de ne pas subir une pression extérieure d'une société. Et certes, ça c'est problématique parfois parce que
les sociétés d'édition, les éditeurs, ils ont un retour, ils ont une expérience que moi je n'ai pas à leur niveau du tout. Et ils ont de très bons conseils à donner aussi, des conseils que je n'ai pas eu. Mhm. Donc forcément, il y a forcément des endroits où je me suis planté, j'ai mis le nez dans la boue, j'ai dû me relever, j'ai dû me débrouiller. Il y a sans aucun doute des erreurs de marketing, de conception, dans RJOP, mais j'ai quand même réussi à tenir la barque, on va dire, au niveau de l'eau. J'ai pas sombré. Je suis parti là-dessus et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, je vais pas contacter d'éditeur, je vais aller jusqu'au bout. Et si je me plante, ce sera ma faute. C'est pas grave, genre, je me fais plaisir. L'idée, c'était juste de me faire plaisir. Et bon, bah, ça a rencontré le succès que tu as cité. Mhm. Et j'en suis vraiment, encore une fois, le premier étonné, et le plus grand ravi. Et donc, effectivement, après, j'ai dû faire face à cette dichotomie entre professionnel et amateur slash indépendant, parce que comme tu le dis, il y a un glissement sémantique et il y a très souvent, effectivement, cette vision de l'auteur indépendant qui est un amateur dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que il ne connaît pas tous les codes, pas toutes les règles, et que son produit est souvent brouillon. Encore une fois, c'est le côté amateur dans le sens péjoratif dont on peut l'entendre. Ouais. Parce qu'il y a de très très bons jeux de rôle amateurs. Aucun problème là-dessus. Mais comme tu l'as très bien dit, oui, il y a un glissement sémantique qui est facile et que j'ai vu d'ailleurs de très nombreuses fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis pas battu, c'est pas vrai, mais c'est pour ça que j'ai quand même eu une discussion avec les gens du GROG au moment où je leur ai envoyé la gamme pour qu'ils l'affichent, qu'ils en fassent eux-mêmes, parce que avec le GROG, qui est vraiment un service, mais d'intérêt général fantastique pour le monde du jeu de rôle, je ne peux que les louer, vraiment, je les loue. Et ils m'ont dit, mais voilà, c'est de l'amateur ou c'est du professionnel? J'ai dit, non, surtout pas, je veux pas être classé comme amateur, parce que je veux produire quelque chose qui approche des standards du professionnel. Bien sûr. On en a discuté, ils m'ont expliqué les raisons, de très bonnes raisons pour cette dichotomie. Mais oui, j'ai été, je suis encore aujourd'hui classé parfois dans les jeux de rôle amateurs, alors que j'ai des ambitions qui sont au moins du standard du professionnel. Je vois pas beaucoup. Ce n'est pas totalement inédit. Je pense qu'on peut tout à fait trouver des contre-exemples, mais c'est vrai que ce n'est pas la norme, loin de là. J'ai pris ce parti pour deux raisons. Déjà parce que je n'aime pas du tout les financements participatifs. J'adore le concept, mais personnellement, je n'aime pas y participer. Parce que souvent, eh bien, comme je n'ai pas le produit dans les mains, je ne peux pas le juger et me baser sur une idée d'œuvre, une idée, des concepts, quelques illustrations. Alors c'est sympa. Ça va faire monter ce qu'on appelle l'hype, cette envie, cette presque une pression sociale. Quand on commande, déjà on ne sait pas quand est-ce qu'on sera livré, on ne sait pas vraiment quelle sera la qualité finale du produit. Et honnêtement, pour avoir écumé les financements participatifs, pour les avoir suivis d'un œil très acéré pendant les dernières années, justement moi me préparer, la grande majorité des gens pestent en commentaire pour des délais qui sont souvent faramineux. À la réception du produit, on est déçu par la qualité d'impression, on est déçu par les illustrations, parce que les plus belles avaient été déjà montrées dans le financement participatif, mais au final, après, c'est du remplissage. Ou alors, on est simplement déçu par la qualité de ce qu'on y lit, ou même le système de règles, ou plein de choses. Et disons que je suis pas du genre à aimer jouer au dé, pour un rôliste. Mais non, je laisse entre guillemets peu de place au hasard quand je dois dépenser autant d'argent pour investir pour un jeu de rôle. Bien sûr. Et donc je préfère pas. Je préfère largement attendre, et une fois que les livres sont sortis, attendre un retour critique de la presse spécialisée, et ensuite me faire ma propre idée en empruntant un des livres, en allant à ma ludothèque du coin ou dans les boutiques. J'ouvre le livre, je regarde, je renifle, je prends du temps, et après je me lance si ça me tente. Mais c'est pas une démarche qui encourage la création artistique, c'est vrai. Et ça, je peux pas le nier. Mais étant donné que je suis comme ça, eh bien, je ne voulais pas que les gens aient cette surprise, ou même cette mauvaise surprise avec mon travail.
je suis le genre de personne qui va plutôt avoir tendance à dire, voilà, j'ai fait ceci. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'avoir. Plutôt que j'ai cette idée, si vous me donnez votre argent, j'en ferai quelque chose. Et c'est un peu des principes que m'ont toujours appris mes parents, c'est que on paye pas pour du vent, on paye pour quelque chose de concret. Et je voulais montrer aux gens que le projet était non seulement concret, mais vraiment réaliste, à la fois en termes de délai et en termes de quantité, qualité. Donc oui, j'ai pris ce parti très osé de tout faire en avance. La seule chose qui restait à faire, c'était de l'impression. Mais même ça avait été préparé en avance avec des épreuves qui avaient été faites, plusieurs épreuves de chaque livre pour corriger le maquettage, pour corriger la mise en page. Le jour du financement participatif, quand les gens cliquaient, ils savaient qu'ils seraient livrés dans les mois suivants parce que tout était fait. Et à la fin du financement participatif, 2 ou 3 jours après la date butoir, tous les PDF étaient déjà téléversés. Ce qui a donné d'ailleurs ce qui a permis aux gens de comprendre que oui, le projet était véritablement sérieux. C'était pas du vent. Et ça, j'ai pu me le permettre pour une bonne et simple raison, c'est parce que j'ai une démarche dans ce financement participatif qui était de non-profit, de non-rentabilité. C'est pas que c'est mal de faire de l'argent avec du jeu de rôle. Les sociétés d'édition doivent gagner de l'argent, les auteurs doivent être payés, les illustrateurs doivent être payés, les relecteurs doivent être payés, tout le monde doit y gagner de l'argent. Et comme je suis indépendant et en auto-édition, et que j'ai un peu d'argent de côté, j'ai tout payé. Et je me dis, si je perds cet argent, c'est pas grave. C'est de l'argent qui était dans un coin, je ne me servais pas, et demain, je peux perdre cet argent, c'est ce que j'avais comme idée, mais je pouvais perdre cet argent, et je n'aurais pas de problème à peu payer un verre de vin si je sors, ou à ne pas devoir manger des pâtes pendant un mois. Ouais. Donc, ça, c'était un pari sur l'avenir. Et honnêtement, pour faire ce pari, il faut déjà avoir la chance d'avoir un petit pécule de côté, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et les sociétés d'édition, si elles fonctionnaient comme ça, il y en aurait beaucoup moins, et probablement que le succès serait... elles auraient peut-être beaucoup plus de mal à faire leur beurre. Et donc, c'est juste une manière différente d'aborder les choses. Je cherche pas à être dans le capitalisme, à gagner de l'argent avec ce que j'ai fait. Je cherche à offrir un produit de qualité aux gens et me faire plaisir avant toute chose. Et j'y gagne de l'argent, tant mieux, mais c'est pas le but. J'ai été transparent sur tout le projet, sur l'état d'avancement, sur le lancement, sur la relecture, sur les problèmes qu'il y a eu, quelques-uns, heureusement toujours faciles à résoudre, et j'ai montré le bilan économique et moral d'Argiropé. Et dedans, on peut voir que sur les 15 000 € qui ont été récoltés, plus des ventes supplémentaires après le financement participatif, en prenant en compte les surcoûts inattendus qui sont liés au projet, je suis arrivé à plus 96 € et quelques centimes. Voilà. Ouais. Vous vous rendez compte qu'un financement participatif qui a récolté plus de 15 000 € n'a permis à son créateur que, globalement, d'aller s'acheter une dizaine de kebabs, comme quelqu'un l'a très bien fait remarquer dans les commentaires. Je pense sincèrement que la majorité, pas l'ensemble malheureusement, mais la majorité des auteurs de jeux de rôle font ça par passion. Certains ont perdu peut-être cette flamme et ne travaillent que pour gagner leur pain, leur croûte, ce que je comprends et ce que je ne vais pas vilipender. Bien sûr. Et il y en a certains qui font ça aussi avec un certain dilettantisme. Et là, on a des produits de piètre qualité. Mais je pense sincèrement qu'on a aujourd'hui, on a de très très belles choses qui sortent. On a une qualité de production qui a atteint des sommets incroyables en termes de matériel. Et on a aussi beaucoup de sociétés, on a un public assez large, on brasse beaucoup de thèmes et je pense que on est dans une période où les gens peuvent se permettre plus de créer, puisqu'on a accès à tous ces outils de réseautage, ces outils de financement participatif. Par exemple, je pense à Biachara, avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, qui a un superbe projet sur sur le jeu de rôle centré sur l'Afrique, qui couvre 1000 ans d'histoire africaine. Ouais. Quelque chose dont on n'a pas l'habitude, avec une mentalité franco, voire européenne, centrée sur l'Europe médiévale, ou peut-être l'Europe médiévale fantasmée, ce qui est culturel, ce n'est pas très grave.
faut pas en avoir honte, mais Bien on sûr. voit, tu vois, émerger plein de possibilités comme ça et je trouve ça fantastique. Après, effectivement, il y a malheureusement, comme dans tous les domaines, hein, il y a des blockbusters, il y a des petites pépites indépendantes, il y a du fourre-tout, il y a des films tout venant, tout public, et enfin, il y a des JDR tout venant aussi, et il y a des productions de mauvaise qualité. C'est beaucoup trop variable pour pouvoir faire une généralité. Mon expérience a montré les Mhm. limites du financement participatif d'un indépendant en auto-édition comme moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais, Et une société d'édition doit fonctionner, doit payer ses bien employés sûr, bien sûr. à minima. Même cette transparence, la plupart du temps, ils peuvent pas se la permettre. Et parce que ça ferait râler, ils ont un public qui est peut-être aussi, enfin, qui va être très véhément, très demandeur en termes de justification. Alors qu'un indépendant, on attend de lui effectivement une certaine zone de flou. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc on peut plus facilement pardonner à un petit indépendant Mhm. des écarts ou des petites maladresses, ce qu'on va moins facilement euh, accepter de la part d'une société d'édition. Donc ils peuvent pas se montrer aussi transparents, ils peuvent pas se permettre de partir sur un modèle économique différent, ou en tout cas c'est possible, mais si on révise le côté capitaliste de la chose. Et Mhm. bon, on est dans une société qui ne l'encourage pas du tout. La seule chose que je dirais sur ce point de vue-là, c'est que, et j'espère, que ça montre pour l'autre frange des créateurs du jeu de rôle, c'est-à-dire les petits. Encore une fois, il y a pas de négativisme Ouais, derrière, pas hein, de mépris, bien sûr. pas de mépris. Mais j'entends vraiment les gens comme moi, hein, des anonymes ou des gens qui ont peu de moyens. Mhm. C'est possible, c'est possible. Mais attention, là, on est sur quelque chose qui peut facilement invisibiliser la masse. C'est pas parce que une ou deux personnes réussissent par an en auto-édition. Je pense par exemple à Polskar ou à Elestria, que je salue d'ailleurs, Oui, bien qui ont sûr. réussi, qui sont eux aussi des gens qui sortent comme moi, hein, on va dire de nulle part, Mhm. qui ont réussi leur financement participatif. Eux, maintenant ils sont associés à une société d'édition, mais ça n'empêche pas qu'ils ont réussi un beau financement, ça a marché. Ouais, très beau parcours, Donc, ouais, effectivement. exactement, ça vous montre qu'on peut le faire. Mais Mhm. attention, pour quelques-uns comme nous qui réussissent, il y en a combien fois 10 qui se plantent? Et Ouais. en fait, c'est ça qu'il faudrait comptabiliser et quantifier. C'est que Et- combien de financements, et pas juste ceux sur Game on Tabletop, attention, hein, tous ceux qui investissent du temps et de l'argent dans leur projet et qui ne verra jamais le jour. Mhm. Parce qu'il y a une démotivation, parce que c'est trop long, parce que c'est trop dur, parce qu'il y a mille raisons. La vie est parfois difficile et elle nous empêche de progresser. Ouais. Et donc ça, voilà, il y a toute cette communauté qui est invisibilisée. Donc, oui, on peut y arriver. RJROP a montré qu'on peut le faire. Mais on a une dose de chance qui est non négligeable dans la part du projet. Il y a une dose qui est liée à l'argent. Malheureusement, si on n'a pas un budget de base et si on ne sait pas illustrer de soi-même, il n'y a pas le choix, c'est foutu. Aujourd'hui, l'illustration coûte très cher et on fait pas depuis des années, depuis Travelers. Travelers a osé sortir un jeu de rôle où il n'y avait pas une illustration. Mhm. Alors c'est rébarbatif. Et aujourd'hui, le jeu de rôle se vend en premier sur ses illustrations et souvent ensuite sur la qualité intrinsèque du texte et des aventures. Aujourd'hui, on est dans une société qui est du paraître et des belles illustrations sont beaucoup plus vendeurs qu'un bon jeu de rôle. Tant Mhm. pis, c'est comme ça que ça marche. Il faut en avoir conscience de ces biais, c'est difficile, mais bon, ça marche comme ça aujourd'hui. Donc, Et, on peut y arriver, mais attention, il y a quand même des portes qui sont difficiles à pousser. le jeu de rôle aussi, ça rentre dans le cadre du spectacle, de l'art vivant, des apparats, des apparences. Je pense au cosplay, notamment. Tu vois, Fred, on est aussi dans un écosystème qui se prête bien à la chose. Donc c'est pas un hasard non plus, effectivement. Et Ultima Werbar ajouté dans le chat, mais on parle des contraintes des éditeurs pro quand tu veux. C'est foncièrement très différent entre éditeurs. Et Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai décidé de pas mettre les pieds là-dedans, parce que ces gens ont des contraintes que je n'imagine pas, et c'est clair, quoi. Et, c'est un autre monde,
Et pour le moment, je suis heureux dans ma petite bulle. On va toujours rejeter la responsabilité sur d'autres facteurs que sur soi-même. Mais bien entendu, pour qu'il y ait un échec ou un succès d'un jeu de rôle, c'est pas juste, ou rarement, juste une seule raison. C'est au contraire un ensemble de raisons qui sont connectées, souvent de manière compliquée. C'est vraiment difficile. Il y a souvent une multitude, une avalanche de raisons. Souvent, il n'y a pas eu assez d'argent, il n'y a pas eu assez de temps mis dans le projet. Souvent, ça a pêché par manque de communication. Et tu penses qu'il y aurait une difficulté de la part des acteurs de l'industrie à se remettre en question ou à avoir des objectifs réalistes ou à identifier les vrais leviers pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu en penses? Le problème, c'est qu'on parle d'un monde que je ne connais pas bien. Les éditeurs pros, comme le disait Olivier, ils ont leur propre pression, leurs propres règles. Je peux pas, ne connaissant pas le monde d'édition pro, je peux pas juger. D'accord. Ce qui est certain, c'est que changer les choses, c'est long, c'est difficile, c'est coûteux. Et aujourd'hui, le jeu de rôle ne se vend pas excessivement bien non plus. On est loin des grandes heures des années 80-90 où on vendait 6000 exemplaires d'un seul jeu de rôle. Ouais. Aujourd'hui, c'est un facteur 10 en moins minimum. Donc, clairement, si les sociétés d'édition veulent vivre ou survivre, elles ont sans doute des contraintes bien à elles. Regardez les nouvelles gammes qui sont en financement participatif aujourd'hui et celles qui l'ont été ces dernières années. On a énormément de vieilles choses de notre passé. Du Cowboy Bebop, de l'Avatar, du Tolkien encore et encore. On a des retours, on a Valérian, on a machin. C'est des choses, on capitalise sur un bonheur passé, sur quelque chose, sur des Madeleines de Proust. Oui. Et ça, c'est malheureux parce que au final, c'est un frein terrible à la création où les gens s'engouffrent malheureusement. Enfin, on le voit, il y a un succès formidable pour ces gammes parce que on veut retrouver cette nostalgie du passé, on veut retrouver ce petit goût qu'on avait dans la bouche en regardant notre épisode de Cowboy Bebop sur Canal+. Ouais, mais on l'aura jamais. Et c'est plus difficile, encore plus, de sortir la tête de l'eau quand on propose quelque chose de différent. Il y a, alors je me souviens plus quel éditeur, une jolie boîte, qui a sorti il y a pas longtemps un jeu de rôle sur l'exploration des mondes au travers des livres. Et donc un jeu dans une bibliothèque. Je suis désolé, ça m'échappe, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Ça me dit rien non plus. Ouais. Et j'ai trouvé le concept vraiment chouette. Et heureusement, c'était une société, il y avait des grands noms derrière. Ils ont réussi à financer. Et là, j'ai vu un truc, je me dis, mais c'est chouette, parce que justement, les sociétés d'édition, elles n'oublient pas de créer quelque chose de vraiment nouveau. Et j'ai trouvé ça fantastique. Donc, non, c'est pas mort. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que la scène indépendante, aujourd'hui, gagne de plus en plus en notoriété. On le voit, en particulier dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, la scène indépendante a pris une envolée phénoménale, parce qu'il y a des libertés que les grosses boîtes ne peuvent se permettre, à cause de leurs contraintes propres, comme le disait Olivier. Je vais souvent sur le Discord de Women in Games et je vois tous les jours des tas de développeurs de jeux vidéo indépendants qui sont pleins d'idées, plein de propositions, et c'est abusé. J'ai l'impression que c'est hypertrophique en fait. J'ai l'impression c'est incroyable. Mais je veux dire, je m'en plains pas du tout dans le bon sens du terme. Ça prouve que c'est un milieu qui est totalement vivant. Et les gens le disent aussi. Il y a tellement de jeux, je peux pas tous les faire. Je les achète, j'y joue même pas. Tu dirais que pour ce qui concerne le jeu de rôle, on est dans c'est pareil. On est dans quelque chose d'équivalent, ouais. C'est pareil, il y a une vraie émulsion de la scène indépendante, il y a énormément de jeux de rôle qui se créent, qui se fabriquent, qui se jouent en petite communauté, mais pour arriver à sortir la tête du lot, ça c'est beaucoup plus complexe, parce que là on a besoin de financement, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de beaucoup de choses, c'est une démarche longue, mais encore une fois, le vivier est foisonnant, il y a énormément de choses. Allez sur Itch.io, Regardez la création francophone du jeu de rôle indépendant. C'est énorme. Et c'est le Grumpf qui disait ça, justement. Il montrait du doigt, regardez, vous avez des prix rôlistes qui récompensent des grosses sociétés d'édition, mais arrêtez de fermer les yeux sur la masse foisonnante de créativité à l'état brut qui existe. Et à baisser un peu les yeux. Regardez ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est fascinant, parce que
si on met le doigt dedans, oui, on trouve des tas de belles choses. C'est aussi pour ça que j'ai créé jdrpress.com. On a itch.io, mais c'est spécialisé dans le jeu vidéo. Moi, je voulais faire une plateforme spécialisée dans le jeu de rôle, tu vois, parce que quitte à devoir sortir la tête de l'eau, autant faciliter les choses en faisant une plateforme dédiée pour le jeu de rôle. On a Drive-Thru, mais bon, tout ça c'est américain. Je voulais avoir notre plateforme pour nous, rôlistes francophones. Concrètement, c'est facile, tu l'as dit toi-même, d'identifier les créations qui réussissent le plus aujourd'hui. On peut citer l'appel de Cthulhu pour le jeu de rôle, Dark Souls, on parlait du jeu vidéo, je pense à Dark Souls, ou encore Berserk pour le manga. Ces œuvres au mérite indéniable ont 2 points communs, selon moi. Premièrement, elles n'ont pas rencontré leur succès au moment de leur création. Personne ne croyait en eux et parfois il leur a fallu plusieurs décennies pour trouver leur public. Et secondement, elles font toutes partie d'un mouvement de fond caractérisé par une beauté froide, un univers cruel, des ambiances sordides ou terrifiantes. Et cela se constate également dans les catalogues des films et séries ayant le plus de succès sur les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix ou HBO. Je pense en particulier, forcément tout le monde y pense aussi, à Stranger Things sur Netflix. Et encore une fois, là, comme tu l'as très bien dit, on capitalise sur la Madeleine de Proust, sur la nostalgie. Il y a un côté saturation, clairement, parce que je fais le jeu de rôle que je fais. Quand on me propose de faire des nouveaux jeux de rôle, de tester des nouvelles choses, c'est quasiment tout le temps du jeu de rôle dans de la dark quelque chose. Mm-hmm. Au bout d'un moment, je sature. Et j'aime bien, moi, ces univers. J'adore Nightcrawler, par exemple. Ouais. La 2e édition, c'est un univers qui est assez sombre, assez violent, assez raciste. C'est des thèmes difficiles à porter, des thèmes difficiles dans lesquels on joue, et pour pas qu'il y ait de dérives stupides, mais c'est des univers qui sont par eux-mêmes des reflets de la nature humaine, pas beau à voir, mais il y a des choses à faire dedans. Et j'aime bien jouer à Nightcrawler, il n'y a aucun problème, j'aime bien jouer à Warhammer, mais au bout d'un moment, comme je le dis tout le temps en interview, prendre la 14e coup de dague dans le dos par mon patron, parce que c'est un univers qui est pessimiste, et c'est tout, j'en ai marre. J'ai envie de pouvoir vivre des aventures où je ne crains pas sans arrêt la corruption, le meurtre et la trahison. Donc, il y a un petit côté ras-le-bol, même si, encore une fois, j'apprécie de temps en temps à jouer là-dedans, mais les grandes campagnes dans les univers à la Midnight, j'en peux plus, quoi. C'est juste que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'un monde dans lequel je puisse respirer, vivre, oser faire des choses qui sont pas juste me bagarrer et trucider. Mm-hmm. Et donc, je me suis très vite penché sur un univers dans lequel, justement, on part plutôt avec un certain contre-pied, pas dans un univers où on est en paix, il n'y a pas d'ennemis déclarés, il n'y a pas de violence il n'y a pas de violence aveugle, ou il n'y a pas de violence brutale tout le temps autour de soi. Non, au contraire, il y a des choses, ça existe, c'est plus feutré, mais globalement, on est dans un univers qui est assez en paix. Et en fait, on vit dans une époque aujourd'hui qui est très, très oppressante. Ouais. Et ce jeu de rôle, c'est normal, comme d'ailleurs dans les séries, dans les films, comme tu l'as remarqué, les livres, c'est le reflet de notre époque. Ça cristallise nos angoisses. C'est normal. Tout à fait. C'est cathartique, c'est logique. Mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de proposer autre chose. Et toutes les histoires que j'ai à raconter, tous ces scénarios que je veux faire vivre, ils n'impliquent pas toujours de tuer à tour de bras. Donc, ça a été en fait un chemin logique qui m'a permis de monter vers un univers plus neutre et tendant positif. J'adore les aventures urbaines, je trouve ça très très chouette. Comme je voulais être exhaustif, comme je voulais décrire un lieu de jeu en détail, j'avais 2 options. Soit je me focalisais sur une unité de lieu, soit je faisais un monde gigantesque, comme la plupart des jeux de rôle le font. Ouais. Mais le problème des mondes gigantesques, c'est que quand on décrit une cité dans des mondes gigantesques, il faut en décrire plein, et on ne peut pas consacrer 260 pages par cité. C'est pas possible. Nightcrawler a essayé de le faire avec Samarande, puis Béjofin. Il y a les 7 cités, on n'a jamais eu que 2 atlas, et le premier atlas faisait, je sais plus, 200 pages, le deuxième en fait la moitié, à peu près. Et clairement, on voit que ça s'essouffle vite, c'est normal, c'est trop de travail. Et puis pour un maître de jeu, c'est
c'est pas possible de se farcir 75 cités importantes dans une ville avec trop de pages. Bien sûr. Et justement, j'avais envie de faire autre chose, de me démarquer un peu. J'ai toujours été fasciné par les cités construites avec leur microcosme. Et je me dis qu'on peut très bien vivre une grande aventure sans avoir besoin de sortir de cette cité. Mm. Et c'est comme ça qu'est né Argyropé. Au final, oui, vous n'allez pas crapahuter au fond d'un volcan. Oui, vous n'allez pas faire de la tyrolienne avec des elfes dans la forêt. Oui, vous n'allez pas être sur les routes pendant 25 jours en jeu. Mais par contre, vous allez pouvoir vivre toutes les émotions et énormément d'aventures différentes, de styles différents, de l'horrifique, du romanesque, du romantique, du diplomatique, du mafieux. Tout ça, vous pouvez le jouer dans Argyropé. Donc en fait, j'avais cette volonté d'une unité de lieu. J'avais cette volonté, un peu comme au théâtre grec, d'une unité de temps. Et la dernière unité, l'unité d'action, au final, c'est ça va caractériser cette ville. Tu t'inspires de ce qui fait la substantifique moelle de la Renaissance, c'est-à-dire le retour à la culture antique et en particulier gréco-latine. Ceux qui iront lire les secrets qui sont absolument tous donnés dans les livres de base, ils verront d'autres références, justement. Mais que j'ai essayé, pas de prendre et de mettre, par exemple, Hercule. Non, j'ai essayé de les retravailler pour les faire cadrer à l'univers, les faire cadrer avec cette ambiance, pour ensuite les réinventer, me les réapproprier. Donc il y a plusieurs choses comme ça, oui. Mais c'est aussi parce que j'ai eu le temps. J'ai mûri ce projet pendant une dizaine d'années au final. J'ai eu le temps de peaufiner la chose. C'est-à-dire que dans Argyropé, on a un gouvernement qui est avec une personne, une régente, enfin, c'est pas une reine, mais une dynaste en fait, donc qui est élue par le peuple tous les 15 ans. D'accord. Un seul mandat. Puis on a un premier ministre et un gouvernement avec des ministères. Donc une structure assez moderne, résolument moderne. Et par contre, j'ai gardé le concept des grandes familles dirigeantes, non pas pour le gouvernement officiel, mais pour le gouvernement de l'ombre. C'est pour ça qu'on a ces familles qui existent pour la pègre. Et là, ça nous permet justement de faire entrer en jeu les luttes de pouvoir économiques, diplomatiques, politiques, mais en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire, il va falloir gratter un peu le vernis de sophistication d'Argyropé pour se rendre compte qui tire les ficelles, où et comment. Toujours laisser la place pour ceux qui veulent créer, de mettre dans leur cité d'Argyropé certaines choses. C'est-à-dire que tout est décrit, mais rien ne vous empêche d'y adapter ensuite, par exemple, un Sénat ou, comme tu le dis, une assemblée. Aucun problème. Vous pouvez en mettre dans Argyropé si ça vous tente. Mais le gouvernement en tant que tel qu'il est décrit fonctionne de lui-même. Mais il y a quand même des portes pour les MJ qui veulent s'approprier complètement l'univers. Dans le cadre d'Argyropé, on joue dans une cité franche. Une cité franche, ça a ses atouts, c'est-à-dire qu'on peut y faire ses propres lois, on y frappe sa monnaie, on y fait, on a ses propres fêtes, ses propres dieux, tout ça. Ce qui permettait d'avoir vraiment, tu vois, encore une fois, concentrer l'unité en un seul lieu. Mm-hmm. Par contre, autour, eh bien, on est dans une nation qui s'appelle le Grand Empire et qui a conquis le continent sur lequel se trouve la cité d'Argyropé. Cité qui est d'ailleurs qui fait partie du Grand Empire, mais elle a acheté sa franchise. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que le reste du continent, le Vélanidias, n'est que extrêmement partiellement décrit. On donne les grands noms des grandes villes du Grand Empire, et c'est tout. D'accord. Pourquoi ? Parce que les joueurs ne pourront jamais aller jouer ailleurs. Ils seront toujours cantonnés dans leur partie à Argyropé pour des contraintes propres au jeu. On pourra en discuter plus tard. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de décrire tout le reste de l'univers parce que les joueurs n'auront jamais la possibilité d'y aller. Et donc ça m'a permis de faire Argyropé, justement, d'avoir un vrai cadre urbain qui soit logique. Parce que regarde, si tu prends Samarande pour Nightcrawler ou la Élite pour du donjon, vous pouvez aller dans cette ville, mais vous pouvez aller voir ailleurs. Rien ne vous en empêche. Et pour le maître de jeu, il va se débrouiller, il n'a pas grand-chose sous la main, il va devoir créer son univers à côté. C'est hyper contraignant en réalité. Ouais. Alors que là, j'ai trouvé une solution intradiégétique pour que les joueurs restent véritablement toujours à Argyropé. Je vais commencer par le grand empereur Josserand Valdemort.
Est-ce qu'il est tiré de Voldemort dans Harry Potter? Non, Non, pas du tout. Non. D'accord. Parce qu'on n'est pas là sur du tyran, pas du tout. Le Grand Empire ne représente pas un ennemi. Globalement en paix, il a des volontés expansionnistes sur le reste du continent qui n'a pas été entièrement exploré, mais il a unifié le reste du continent. Et donc, on n'est pas sur des ennemis. Il y a certes une certaine rivalité, puisque le Grand Empire est resté dans un âge un peu féodal, avec justement des chevaliers, avec des codes de mailles, avec un gouvernement aussi plus particulier basé sur un empereur, où le vote démocratique n'existe pas. Et on a le côté argyropé qui, elle, s'est élevé, qui est allé vers le progrès social, le progrès humain, et aussi progrès technologique. Donc non, le Grand Empire n'est pas l'ennemi, pas du tout. D'accord. Argyropé ne fait la guerre à personne, parce que dans le contrat qui lui a permis d'acheter son état de cité franche, elle a l'interdiction de lever une armée. Donc, elle ne peut pas lever d'armée, elle ne peut pas aller conquérir quoi que ce soit, et de toute façon, les habitants d'Argyropé, les Gyropéens, ne peuvent pas sortir longtemps des limites physiques de leur ville. Et ce qui se passe donc, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre le Grand Empire et Argyropé, parce que de toute façon, Argyropé n'a pas d'armée. D'accord. On verra en compulsant le livre de règles, le livre d'univers, que les dynastes précédents ont trouvé une parade à tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de volonté d'expansion, pas de velléité. Le Grand Empire, lui, ne fait pas la guerre à Argyropé. La seule chose qu'il fait, c'est éventuellement réprimer des révolutions ou des insurrections dans certaines cités qui veulent se découpler du Grand Empire pour des raisons personnelles. Et il y a ce côté expansion vers les territoires inexplorés, où là, on est vraiment dans le côté, entre guillemets, colonisation, et exploration, défrichement de la zone, exploitation, ce genre de choses. Il est fait mention à 1 ou 2 endroits dans le livre qu'il y a d'autres continents et qu'il y a des fois des rixes entre les autres continents et le continent du Vélanidias, protégé par le Grand Empire, mais c'est à peine mentionné, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cadre de jeu d'Argyropé du tout. Certains suppléments à venir vont aborder la question. Le pouvoir de la dynaste représente le niveau maximum de pouvoir, comme tu dis. Mais au-delà de ça, elle a son premier ministre et ensuite elle a des conseillers qui viennent de différentes branches. La loi, la justice, l'économie avec les corporations, la religion et différentes autres. Il y a entre autres l'armée impériale qui a son campement, son quartier propre à Argyropé et qui représente un pouvoir politique aussi. D'accord. Et en fait, tu vas avoir, à partir de ce niveau, tu vas avoir une sorte d'organigramme qui est d'ailleurs représenté en arrière de l'écran de jeu, où on a tout l'organigramme de la cité, où on va voir en fait comment se divise chaque branche du pouvoir à Argyropé. Tu as les 2 Héliastes qui sont les 2 grandes têtes pensantes de la religion locale, le temple diadique. Tu as le conseil des sénéchaux qui va représenter les têtes dirigeantes de la loi. On est sur donc une religion qui s'appelle le temple diadique, qui va vénérer une forme féminine et une forme masculine. Et c'est la mère des labours et le père de l'industrie. Donc on va voir aussi l'opposition agriculture-industrie et innovation. Et la religion en elle-même, donc, est une religion qui avait pas mal de puissance dans les premières centaines d'années de l'existence d'Argyropé, avant même qu'elle s'appelle Argyropé d'ailleurs, et qui a perdu, en fait, au fur et à mesure, puisque c'est une religion qui est, par essence, très sociale aussi, qui va pas être dans la fanatisation, et qui va plus axer sur l'entraide. Et elle a perdu du pouvoir au fur et à mesure du temps. Mais il s'est passé des choses récemment dans l'histoire d'Argyropé qui fait qu'il y a un certain regain de foi religieuse, et on retrouve de plus en plus de monde dans les basiliques ou dans la cathédrale. Donc la religion a une certaine place. C'est pas la plus importante, mais elle n'est pas négligeable. Elle a beaucoup d'argent. Elle a ses propres services caritatifs, mais des services d'ingénierie, des services aussi de sorte de milice aussi.
Et chose importante, la religion aussi, eh bien, elle a un vrai impact dans le jeu. Je prends toujours l'exemple de Donjons Dragons. Ouais. Donjons Dragons, si vous le jouez comme ça, eh bien, vous avez un prêtre, et le prêtre, il lance ses sorts C'est divins. ça, exactement. Et ben, Je voulais t'en parler, justement. Vas-y. on en parle, on file, voilà, c'est tout. Mm. Dans RJROP, croire en une divinité ou pas ne va pas vous donner accès à quelque chose en plus. D'accord. Vous n'allez pas gagner des dons, vous n'allez pas gagner des sorts. Par contre, le fait de prier, et de prier en jeu, hein, c'est-à-dire que le personnage va décrire qu'il va faire un acte de piété, quel qu'il soit, eh bien ça va avoir un impact en termes de règles, et ce qui fait que les personnages qui sont religieux, qui prennent le temps par la narration d'aller prier, auront certains très légers avantages. Et ça, c'est pour souligner le fait que dans cet univers, être croyant, eh bien ça a véritablement un impact. Il y a quelque chose, les divinités ont une emprise sur le réel. On n'est pas sur des démons qui débarquent ou sur des boules de feu, ce que vous voulez, pas du tout. On a des secrets à tous les niveaux. Des secrets historiques, géographiques, mythologiques, les secrets liés à la magie, à la religion, tout ça. Tout ça est expliqué dans le détail dans le livre de base. La magie existait il y a plus d'1 millier d'années sur RJROP, puis elle a disparu. Il y a eu une grande démystification d'après les annales historiques. La magie a été détruite et elle n'est plus jamais réapparue pendant 1000 ans. Et sans crier gare, elle est revenue très doucement sous une forme complètement altérée dans le Vélanidias, dans le continent. RJROP a été touché par ce retour et aujourd'hui, tout le monde dans RJROP et dans le Vélanidias a accès à la magie de manière naturelle. Il n'y a pas d'études à faire, il n'y a pas de composantes verbales, il n'y a pas de sorts à lire ou de choses à faire comme ça. Non, c'est tout très naturel. Mais d'où vient cette magie ? Aujourd'hui, le débat est là. Les questions sont posées par la population, les chercheurs d'RJROP essaient d'y répondre. Pour certains, c'est lié à la magie, c'est une magie d'origine divine. Il n'y a rien à voir avec la magie arcanique de l'époque. Pour d'autres, c'est un bouleversement de l'être humain. Pour d'autres, c'est d'autres raisons. Ça fait partie aux joueurs de le découvrir. Quand on joue à RJROP, il y a plein de moments où les gens vont se dire « Ah tiens, attends, il y a un truc qui me gêne là. Tu as fait une description de ceci, puis de cela, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien logique, mais je suis pas sûr. » Et c'est aux joueurs ensuite de creuser et de dire au maître de jeu, que j'appelle le compteur, écoute, j'aimerais bien que pour la prochaine partie, j'explore telle chose. Cette piste me semble un peu nébuleuse et j'aimerais bien creuser et en approfondir la chose. Et après, ça donne au compteur des tas de possibilités d'aventure. Et là-dedans, ensuite, les joueurs peuvent s'engouffrer et petit à petit creuser pour découvrir les racines des mystères d'RJROP. La Mage Pest et RJROP n'ont fondamentalement rien à voir. Ok, ça marche. L'origine de la magie dans RJROP et comment elle marche, tout ça, est tout décrit dans les secrets. Donc, ceux qui se posent la question auront la réponse et ils pourront voir que il n'y a pas d'inspiration claire là-dedans. Il n'y a pas de Donjons et Dragons. Ok. Alors, encore une fois, je veux dire, j'ai maintenant près de 20 ans d'expérience du jeu de rôle. Forcément, il y a plein de choses qui m'ont marqué. C'est certain que inconsciemment, j'ai fait un amalgame de plein de choses. Donc, il y a forcément des choses, des idées que j'ai eues qui sont en réalité des idées qui ont été remodelées de lectures anciennes, précédentes. Donc oui, c'est normal. Si vous voyez de temps en temps des petites références ou des mécaniques qui vous rappellent tel ou tel jeu de rôle, c'est logique. L'Europe avait oublié l'Antiquité, et ensuite à la Renaissance, ils ont redécouvert l'Antiquité. Peut-être qu'on peut voir un parallèle avec la magie de RJROP. L'époque où ils ont oublié la magie, c'était l'époque médiévale, et après, voilà, ils ont renoué avec la magie, donc ça a participé à cette Renaissance. Mais je me suis permis aussi d'y faire des références plus ou moins appuyées, plus ou moins subtiles, à certaines choses que je trouve être des fondamentaux dans l'univers du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la littérature, de la poésie, de l'art en général, et de la science. La Camarilla vient du fait que, tu me demandais pour le Sénat, oui, il y a un Sénat, mais c'est le Sénat de la pègre. La pègre a son Sénat, elle a son assemblée, ce qu'on va appeler la Camarilla. Et ça, c'est un hommage à Vampire la Mascarade, puisque là, on est dans une mascarade, on est vers les gens qui ne vivent, entre guillemets, que la nuit. On a le côté donc pouvoir de l'ombre, qui est un pouvoir politique, un pouvoir séditieux.
Et on a comment ça marche, des familles qui nous rappellent forcément les clans de vampires. D'accord. Oui, oui, il y a clairement ici un hommage. Mais Oui. après, ça s'arrête là. Vous n'allez pas tomber sur des vampires. Toutes les familles de la pègre ont leur propre histoire, leur propre identité. Ça s'arrête là. Parce qu'après, ce serait plus un hommage, ce serait un truc horriblement appuyé. Ah oui, et bien sûr. ça perdrait complètement... là, on tomberait vraiment dans Dans la caricature, en fait. La caricature et la volonté de capitaliser sur la nostalgie aussi. Donc, non, il faut savoir aussi s'arrêter. C'est-à-dire, s'il y a un MJ, une table qui sont fans de vampires, rien ne les empêche de laisser libre cours à leur imagination, de prendre Argyropé comme univers de base et de se faire un délire crossover Argyropé Vampire la Mascarade. Ça pourrait être sympa. À partir du moment où quelqu'un acquiert Argyropé, il en fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Cette personne, elle a son Argyropé. Et c'est tout. L'univers d'Argyropé, je ne vais pas imposer aux gens comment ils doivent vivre. Non. Je leur donne quelque chose de concret, de prêt à l'emploi, et à eux de le faire vivre. Certaines personnes qui, au contraire, n'aiment pas du tout le fait que ce soit trop décrit, parce que ça brime leur imagination. Cette bride d'imagination, voilà, c'est chacun sa came. Il y a des personnes qui m'ont dit, non, moi, Argyropé, je préfère au contraire un univers qui tient en 3 pages, et ensuite c'est moi qui brode. Aucun problème. Moi, j'ai ma proposition ludique, mais j'ai conscience que ça ne plaira pas à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Vraiment, chacun est libre de jouer de la manière dont il l'entend. Le quartier de Castel-Suif. C'est un clin d'œil à Château-Suif dans Donjons et Dragons, on est bien d'accord. Sa fonction étant d'être un lieu de préservation du patrimoine. Bien sûr. En particulier, effectivement. Et avec le côté, justement, des palimpsestes, de la création du papier, du recyclage, de l'impression sauvage, et de l'impression politique, de l'impression de pamphlets, de l'impression de papier érotique, de ce que vous voulez. Voilà. Il y a une référence ici aussi. Grâce à l'invention de l'imprimerie et à sa démocratisation, aujourd'hui, imprimer du papier dans Argyropé, c'est facile. On ne va pas dire que tout le monde y a accès, mais une très grande partie de la population, déjà tout le monde sait lire à travers du système éducatif d'Argyropé. Tout le monde sait lire et écrire. Et donc tout le monde a accès facilement à des petites presses. Les petites presses se sont démocratisées et il y a plein de petites entreprises de journalistes qui travaillent et qui impriment au jour le jour des petits... c'est encore loin d'être du concept du journal, mais sur une page, les grands titres, les grandes nouvelles, certaines choses. Et on a beau avoir quelques crieurs publics, de plus en plus dans Argyropé, il y a la distribution contre rémunération de ces proto-journaux. Et oui, la presse a aujourd'hui une part importante dans Argyropé. D'ailleurs, les organismes de journalistique apparaissent dans Clair de Lune. On y fait référence plusieurs fois et on va rencontrer des journalistes et on va même travailler avec eux. Quand on a un jeu de rôle de type Renaissance ou tous les dérivatifs de la Renaissance, le terme est totalement galvaudé. On a des mousquets, des arquebuses, des canons et éventuellement des bateaux volants. Oui. Et voilà, c'est ça la Renaissance. Mais non, arrêtez, stop. Je déteste ça quand je lis un jeu qui dit ah oui, regardez, on a la poudre à canon et des bateaux volants, mais à côté de ça, on a l'esclavagisme, on a l'intolérance religieuse, on a tout ça, et on fait de la Renaissance fantasy. Non, pas du tout. Vous faites quelque chose de différent, de très bien. Mais ça n'a rien à voir avec la Renaissance. C'est pas ça. Et moi-même, je suis pas historien. Je suis pas historien. Si un historien ouvre Argyropé, il va le brûler. Et je le comprends pas. Je lui en voudrais pas. Parce que je me suis permis de faire de grands écarts sur plusieurs siècles et parce que j'ai aussi une vision très biaisée par mes lectures et où on voit le côté justement au Moyen-Âge comme les gueux dans la boue. Ce qui n'est pas du tout le cas en réalité. Mais je me suis permis des facilités, clairement, parce que je ne suis pas historien et je m'en excuse platement. Mais oui, la Renaissance que je fais a quand même... J'ai essayé d'avoir des fondements qui soient un peu meilleurs que ce que je trouve ailleurs, où on a la vraie Renaissance. Ou en tout cas, dans tous ces aspects, tous les aspects que j'ai pu faire rentrer dans Argyropé. Pour ce faire, il faut leur dire d'aller lire Te Deum pour un massacre. Ah oui. Ok.
Là, on est sur du niveau stratosphérique. C'est de la vraie renaissance. C'est hyper propre. C'est comme, tu vois, par exemple, dans un contexte légèrement différent, tu as Pavillon Noir. Oui. Pavillon Noir, la première édition, je n'ai pas lu la deuxième, c'est pour ça que j'en parle pas. La première édition, c'est incroyable sur l'ère de la piraterie. Ouais. Et cette ère de la piraterie, elle commence pendant la Renaissance, justement. C'est fantastique. Et on a ce côté Renaissance dedans aussi, jusqu'au siècle des Lumières. C'est fantastique. Ça, c'est des jeux dans lesquels, oui, un professeur d'histoire peut se faire plaisir, faire découvrir le jeu de rôle et l'histoire au travers du médium. Dans Jeanne d'Arc, en fait, tu peux, t'as plusieurs niveaux de mécanique de jeu vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte que la religion, ce soit comme dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que tu as des entités surnaturelles qui s'impliquent directement dans le monde, et à partir du moment où tu fais une prière, tu peux avoir un faisceau d'énergie qui sort du ciel et qui décime un village ou quelque chose comme ça. Ou alors tu peux jouer le jeu en étant beaucoup plus subtil, et dans ce cas-là, en fait, la religion, si le personnage fait une prière, ça va lui donner un bonus de +1 dans un jet de sauvegarde. Enfin, tu vois, quelque chose de plus psychosomatique, quelque chose de plus implicite. Et le personnage de l'Héliaste, Laetia de la Boule, est-ce que c'est une référence à la Boulée, l'assemblée législative dans l'Athènes classique? Il y a pléthore de références. Mais, comme tu vois, par exemple, la Boulée, ça va pas parler à tout le monde. Il y a plusieurs degrés de référence. Et pour plusieurs types de publics, tout simplement. Donjons et Dragons, l'édition 3.5, j'y ai joué pendant 20 ans, et c'est toujours mon édition de cœur. Hein. Si je dois faire du Donjon Dragon, ce sera du 3.5. Vampire m'a marqué, par contre, quand je l'ai lu pour la première fois, la V1, et quand j'y ai joué ensuite, ça m'a marqué par le côté que oui, c'est sombre, mais c'est du sombre, mais d'une intelligence. Je me souviens toujours de quand j'ai lu donc le livre de base de la V1. Vous pouvez le lire, hein, c'est dans les premières pages. Et à un moment donné, l'auteur explique pourquoi il a créé Vampire et comment on doit y jouer selon lui. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est « Le mal engendre sa propre récompense ». Et pour moi, on a synthétisé l'essence même de Vampire. Vous jouez des morts vivants, vous êtes des êtres maudits, vous êtes destinés à perdre, parce que la bête qui est en vous va sortir. Vous allez perdre, vous devez perdre, c'est le but de Vampire. Et j'ai trouvé ça d'une maturité, mais que j'avais jamais vu dans un autre jeu de rôle. Et très beau, très gothique. Et tu vois, ce côté, ce mal engendre la propre récompense, c'est clairement l'un des liens avec, par exemple, la santé mentale, comme tu le disais dans Cthulhu, que j'ai plus pratiqué. D'accord. Eh bien, cette santé mentale, cette humanité se retranscrivent un peu dans le Châtiment Vermeil, dans le sens où ça n'empêche pas les joueurs de faire n'importe quoi, mais ça met un poids à leurs conséquences. Ça met un poids à leurs actions, ça leur met des conséquences. Tu peux faire quelque chose de foncièrement dingue où tu vas perdre l'esprit dans Cthulhu, mais tu le fais en toute conscience de cause. Oui, je vais me retourner et regarder le démon sorti des abysses de Riley droit dans les yeux pour l'affronter. Bam, grosse perte de santé mentale, mais c'était volontaire, ça servait quelque chose dans le jeu. Tu peux perdre ton humanité en faisant quelque chose de particulier dans Vampire. Tu l'acceptes parce que c'est un choix que tu fais. C'est pas le maître de jeu qui dit « Non, tu as fait ça, pan, je te fais du mal ». C'est souvent plutôt l'inverse. C'est le joueur qui a conscience de ce qu'il fait et qui va outrepasser cette limite en sachant qu'il y aura des conséquences en termes de jeu, donc en termes de narration. Ça va faire progresser l'histoire, à la fois générale et l'histoire personnelle du personnage. Et le Châtiment Vermeil, eh bien ça a ce même genre de volonté. Dans Argyropé, on a plusieurs anathèmes, des sortes de malédictions dont on ne connaît pas l'origine, mais encore une fois, des suggestions d'origine sont proposées par divers acteurs au sein d'Argyropé. Le Châtiment Vermeil est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, et quand on commet un crime de sang, quand on tue quelqu'un, un autre être humain, de manière volontaire ou non, on va voir ces iris se colorer petit à petit en rouge. Plus on tue, plus ils deviennent rouges. Le Châtiment Vermeil, c'est juste ça, et cette coloration est inaltérable. Elle ne peut pas s'effacer avec le temps, quoi qu'on fasse. Et si on tue par mégarde, c'est pas grave. On subit pareillement cette malédiction. D'accord.
Et ça a pour but, en fait, de limiter le meurtre gratuit. J'ai toujours été estomaqué, quand je joue à n'importe quel jeu de rôle, de voir à quelle facilité on tue. Dans Cthulhu, on désingue des cultistes à tour de bras. Alors que c'est des gens, bon, certains sont fous, certes, mais certains ont juste ils ont une conviction, ils ont des femmes, des enfants, de la famille, des amis. Et moi, si demain je devais tuer quelqu'un, même pour la meilleure des raisons, bah, ça me marquerait à vie. Ouais. Et je voulais que ça marque à vie les personnages dans RJROP. Et ça permet en fait de trouver une mécanique qui dit, bah voilà, vous pouvez tuer, mais c'est un acte lourd de conséquences. Parce que ce meurtre va toujours être visible sur vous. Vous en porterez le poids. Un peu comme Cowboy Bebop le disait, on va porter le poids de notre passé. Et ça, ça permet d'avoir une mécanique de jeu dans laquelle vous voulez tuer, vous pouvez, mais ça aura un impact. Et si vous voulez pas tuer à tour de bras et donc finir avec le châtiment vermeil bien visible, être arrêté immédiatement dès que vous croiserez n'importe quel représentant de la justice, et même la population va tout de suite aller la dénoncer, cette personne, eh bien, votre personnage va très vite finir ce qu'on appelle dans la citadelle de Ruby, un bagne dont on ne ressort pas dans un JROP. Et bah voilà, fin de la partie. Mais vous avez décidé de la jouer de cette manière. Par contre, si vous voulez pas finir vos parties rapidement à chaque fois, trouvez une manière alternative. Et cette manière alternative de résoudre les problèmes, elle apporte énormément de jeu. Ça joue, ça a un impact fort sur la narration, et c'est justement ça que je voulais mettre en avant dans RJROP. L'épée n'est pas la seule solution, et de loin d'ailleurs. Des gens se sont fait plaisir en jouant ainsi, et honnêtement, je vais pas les dénigrer. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des Cthulhu Hack, Cthulhu Pulp, qui sortent et qui ont ce but-là. C'est-à-dire que tu prends ta Gatling, tu prends ta Thompson, une autre manière d'aborder Cthulhu, qui est pas meilleure, pas moins bonne, c'est différent. Et il y a certaines personnes qui prennent un grand plaisir, moi y compris. Une partie de Cthulhu Pulp, j'y prends plaisir de temps en temps. Bientôt, on aura RJROP Pulp. La cité des yeux écarlates. La mélancolie est une autre chose qui est propre à RJROP, dont les origines ne sont pas définies, et qui est une sorte de maladie mentale que l'on acquiert quand on reste trop longtemps en RJROP. Donc, si on y naît, on va très facilement l'acquérir. Et tous ceux qui viennent en visite, tous les impériaux qui viennent faire du commerce, de l'échange de technologies ou ce genre de choses, vont ne pas pouvoir rester très longtemps en RJROP. On estime que 3 jours, c'est la limite maximum pour être certain de ne pas contracter cette mélancolie. Et au-delà de 3 jours, en fonction des individus, on l'attrape ou pas, en plus ou moins longtemps. Et ça, en fait, c'est une mécanique qui est volontaire de ma part pour justement restreindre le jeu. Vous avez la mélancolie en tant que joueur dans RJROP, mais tous les PNJ autour de vous aussi. Personne ne sortira des limites physiques d'RJROP qui concentrent la ville et la grande plaine agricole autour. Donc, il y a un petit côté, on va dire, exploration champêtre, rurale, qui existe. Et d'ailleurs, ce sera couvert par un des futurs suppléments. Ah, fort bien. Mais l'essentiel va se passer en ville. D'accord. Et pour faire en sorte que l'on ne s'ennuie pas, parce que tu as tout à fait raison, on peut très vite tourner en rond dans une ville. Eh bien, il fallait qu'elle soit démesurée. La démesure, à l'époque de médiévale Renaissance, c'est d'atteindre des très grosses tailles de population, et à plus d'1 million d'habitants. RJROP est la cité la plus peuplée, ou l'une des plus peuplées du continent, et elle se répartit sur la colline argentifère qui est le siège de la cité d'RJROP. La cité d'RJROP étant construite sur une immense colline naturelle et sur son pourtour, mais aussi à l'intérieur. RJROP, en fait, est devenue très riche, et d'ailleurs elle porte son nom aussi, parce qu'elle est bâtie sur des mines d'argent. La colline est argentifère. Et en creusant les mines, au fur et à mesure des décennies, voire même des siècles, eh bien, toutes les anciennes grottes qui ont été excavées sont devenues inutiles. On a creusé de plus en plus profondément. Et comme la population devenait de plus en plus grande, que la mélancolie empêche d'aller trop loin, de s'étendre physiquement, eh bien, les gens ont commencé à vivre à l'intérieur de la colline. Et en fait, il y a dans RJROP, dans la colline d'RJROP, des quartiers, de très nombreux quartiers qui sont des quartiers habités. Et c'est pas des quartiers pauvres.
pas du tout, loin de là. Ce sont des quartiers qui ont une ambiance différente parce qu'ils vivent sous terre, donc la lumière naturelle est plus rare, il y a plus de champignons, de mousse, de lacs souterrains, de poches de gaz, de poches de pétrole, bref, de choses comme ça qui apparaissent, qui va changer en fait le cadre, mais Argyropé se joue en 3 dimensions. Vous jouez dans et sur la cité, mais aussi au-dessus, avec avec les montgolfières et tous les systèmes d'aéronefs qui existent. Les quartiers sont entièrement tous accessibles à tous les joueurs tout le temps. Il n'y a pas de quartier interdit pour X ou Y raison. Il y a des quartiers plus malfamés, des quartiers dévastés pour tel ou tel accident, des quartiers plus riches dans lesquels les plus pauvres, ils vont être vite mis à la porte du quartier s'ils rentrent, mais fondamentalement, vous pouvez aller partout. Il n'y a pas de barrière physique. Il n'y a pas de mur invisible comme dans un jeu vidéo. Et vous pouvez tout visiter et il n'y a pas de... C'est pas parce que vous faites partie de la bourgeoisie de l'inframonde que vous n'avez pas votre place dans le conseil de la bourgeoisie qui est situé à l'air libre. Non, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment... Argyropé est un bloc, un ensemble qui travaille de manière cohérente. C'est pas comme l'Outre-Terre au Profonde, en fait. Ça casserait la volonté de ne pas être trop manichéen dans Argyropé. Et que, il y a quand même un côté de lutte des classes où les riches vont vivre le plus haut possible. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent dominer le reste de la population. Et certaines des plus pauvres, ou en tout cas des plus ouvriers, des plus industrieux vont être au plus bas ou sous terre. Mais ça n'empêche pas que vous avez de l'aristocratie au plus profond d'Argyropé. C'est pas un problème. Et en plus, Argyropé a conscience du fait que sa richesse provient des mines d'argent. Et donc, c'est clairement pas une population qu'il faut dénigrer, sous-payer et maltraiter. Loin de là. C'est de là que vient la richesse. Donc, les mineurs d'argent, c'est un métier difficile, mais c'est une corporation qui est très reconnue, très respectée. Il y a des groupes de jeux qui vont envie d'amasser un maximum d'argent, de devenir de riches bourgeois ou de riches aristocrates. D'autres vont chercher la gloire, d'autres vont chercher des objets historiques, d'autres vont chercher à établir du commerce, à monter dans les sphères de la politique. Donc ça, tout est possible. Il y a une chose qui n'est pas possible, c'est les objets magiques. Ça n'existe pas dans le monde d'Argyropé. Ah, d'accord. Parce que la magie ne peut pas être stockée dans du matériel. La magie ne peut pas être stockée tout court. La magie, quand elle peut passer dans un objet, mais elle va se dissiper rapidement. Donc vous n'avez pas des baguettes de boules de feu et des épées Vorpal. À chaque fois, c'est l'aventure. La carotte, c'est l'aventure. C'est-à-dire que dans Argyropé, le but en tout cas des scénarios que je publie, et chacun joue ensuite de la manière qu'il veut, c'est que je veux faire vivre des histoires fortes, avec des empreintes émotionnelles, avec une coloration particulière. Et au final, les accroches ne sont pas rocambolesques, elles sont pas vous allez trouver un trésor enfoui, ou vous allez essayer d'arrêter le grand méchant magicien de je sais pas quoi. Non. Ça, c'est pas les accroches de ce que vous allez trouver dans les scénarios d'Argyropé. Au contraire, dans les scénarios d'Argyropé, vous aurez souvent des choses qui sont plus terre à terre, parce que une des choses que j'ai voulu faire avec Argyropé, dans les scénarios que je publie, mais vous pouvez jouer différemment, je le répète, eh bien moi, je suis parti du principe que dans Argyropé, vous sauverez jamais le monde. Par contre, si vous arrivez déjà à sauver une personne, c'est un grand accomplissement. Et c'est là-dessus que je base en fait mon système entre guillemets de récompense, sur le fait d'avoir vécu une belle aventure et d'avoir réussi à faire quelque chose d'intéressant, de bien, de mal, j'en sais rien, mais au moins de quelque chose de fascinant. Et en tant que maître de jeu sur Donjons Dragons, on a beau être sur du système bourrin, la part émotionnelle, la part d'identification au personnage a toujours été grande. D'accord. Donc vraiment, ça va beaucoup dépendre du style de la tablée en fait. Alors, ce sentiment de progression, il sera pas aussi franc que dans du Pathfinder ou dans du Donjon Dragon. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de niveau, donc il n'y a pas de chiffre qui te dit t'es meilleur que l'autre, pas du tout. Et au bout de 100 heures de jeu, tu es toujours ton personnage va pouvoir mourir d'une balle dans la tête, en suivant les règles. Alors que dans l'exemple précédemment cité, les exemples, tu prends un personnage niveau 20 dans Pathfinder, qui rencontre un garde de la ville
qui est niveau 1, 2 ou 3, mais le garde, il peut lui tirer dessus dans l'œil avec son arbalète de multiples reprises. Et s'il prend un dé de 6, un dé de 8 à chaque fois, il est à 247 000 points de vie. Ouais, effectivement. Alors, voilà. Et bon, après, on est d'accord, en termes de narration, un compteur pas trop idiot va dire, bah oui, tu meurs d'un carreau dans l'œil. Et le joueur pas trop idiot dira, oui, je me rends. Mais néanmoins, la mécanique de jeu, eh ben, il y a une dissonance complète. Ça ne marche pas du tout. Et ça, je voulais quelque chose je voulais pas ça pour Argyropé. Je voulais que les joueurs, après 100 heures de jeu, soient toujours aussi vulnérables que au début, en termes de mortalité. C'est-à-dire que tu incarnes par exemple un boulanger dans Argyropé. Tu incarnes un boulanger, tu joues 100 heures. Et tu te retrouves face à un garde armé avec sa cotte de maille, son fauchon, sa capeline, etc. Et toi avec ta baguette. Où t'as acquis plein d'expériences. T'as augmenté tes compétences, t'as beaucoup de magie avec toi, t'as fait plein de choses. Parce que vous pouvez augmenter vos degrés de compétences et vous pouvez augmenter votre magie. Mais ça n'empêche pas que le garde, en 2 coups de fauchon, il t'a oxy. S'il veut te tuer, bien sûr. Hein. Il n'y a aucun problème. Et voire même en 1 coup de fauchon, s'il fait une réussite critique. Et t'as 100 heures de jeu. Alors que toi, avec tes poings et ta baguette, il est armé, il est équipé, il a une armure, tu ne lui feras aucun dégât. Et c'est logique. C'est tout à fait logique. C'est aussi pour ça que Argyropé va avoir tendance à vous dire, les règles vous disent, voulez-vous battre ? Pas de souci. Par contre, évitez d'être en sous-nombre, évitez d'être moins bien équipé, privilégiez les embuscades, privilégiez les attaques en hauteur, gagnez des bonus sur votre ennemi pour être sûr de le terrasser. Et par terrasser, on peut l'assommer, on peut l'immobiliser, on peut faire plein de choses. On ne parle pas forcément de tuer. Le système de progression est basé sur le fait que lorsque vous finissez un petit scénario ou que dans une campagne vous avez passé un cap important, vous gagnez 1 point. Ce point, vous devez immédiatement l'utiliser pour améliorer soit une compétence, donc vous gagnez 1 point de plus dans la compétence, soit un sort que vous prenez dans les domaines auxquels vous avez accès, puisqu'il y a des domaines de magie. Et c'est tout. C'est tout. Et après, vu que les compétences, le chiffrage des compétences a un impact direct avec votre poids de vie, la charge transportable, votre initiative, vos capacités à faire ceci, cela, et bien en fait, en augmentant ces compétences, la globalité de la feuille de personnage va augmenter, mais d'un chouïa, d'un pouillem. C'est comme ça qu'on traduit l'expérience en jeu. La magie ne fonctionne pas quand on la jette physiquement, arcaniquement, contre un autre être humain. D'accord. La magie ne fonctionne pas. Okay. Par contre, chose amusante, c'est que si la magie, elle vise un point particulier, et que donc l'œuvre magique est en train de se faire, et que quelqu'un passe sur le rayon d'action, bah là, il va être fouetté par la magie. Ah, d'accord. Pour reprendre les exemples que tu as donnés, pour le crachat acide, ça crée de l'acide dans ta bouche. Mais cet acide n'est pas magique. Tu craches l'acide, c'est tout. Et l'acide peut toucher. Pour le projectile incendiaire, tu fais chauffer un projectile, et ce projectile devient chaud par magie, mais ensuite la chaleur, tu jettes le projectile, c'est la chaleur qui va blesser. Comprends la subtilité. D'accord. Et en fait, ça, c'est volontaire. J'ai quand même mis des sorts qui peuvent être offensifs, s'ils sont intelligemment utilisés, parce que les combats existent dans Argyropé. Vous pouvez vous battre, et très sincèrement, il y a des moments où vous vous battrez pour votre survie, ou pour sauver quelqu'un, ou pour autre chose d'ailleurs, on ne sait pas. Ouais, bien sûr. Mais il y a des gens qui aiment le combat, et moi ça me déplaît pas un bon combat aussi. Donc il y a des sorts de magie qui sont pour le soutien ou pour l'attaque. Mais c'est jamais une attaque directe, c'est jamais un rayon d'électricité qui file vers l'ennemi. C'est pas aussi basique. Il y a toujours une subtilité qui permet d'activer la magie pour, par effet rebond, par association, faire du dégât si besoin est. Mais tu remarqueras quand même que il y a plus de 140 sorts qui sont décrits, et il doit y en avoir une vingtaine maximum qui font vraiment du dégât.
tout le reste, ça va être des choses beaucoup qui sont inoffensives par nature. Tu parlais des combats, par exemple, contre un garde de la ville surarmé, suréquipé. Il y a aussi, du fait du châtiment vermeil, très peu de chances que le garde nous tue aussi. Il ne pourra jamais prouver qu'il n'a pas tué volontairement, que c'était pour une légitime défense ou par acte passionnel. Et donc, il va subir lui aussi la justice. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a du jeu du chat à la souris entre les méchants et les gentils, on va dire la pègre et la garde, même si c'est pas toujours aussi clair, eh bien, il n'y a pas de mort à la fin. On va tenter d'immobiliser, on va tenter d'arraisonner, de faire mal aussi, de faire mal, d'assommer. Il n'y a pas de problème, ça tu peux. Les objets donc qui sont listés ont tous un poids, mais c'est un poids indicatif. Dans la feuille de personnage, si tu regardes bien, tu as l'inventaire. Il n'y a aucune case pour dire quel poids fait tel objet. Comme dans Donjon Dragon. Tu listes l'objet, on s'en fiche du poids. C'est juste pour savoir approximativement combien pèse l'objet. Par contre, tu as une capacité de charge, c'est-à-dire qu'en fonction de ta résistance physique, de ton endurance, tu peux aisément courir avec 10 kg de matos, puis tu commences à galérer avec 20, tu peux soulever 40, tu peux pousser 60, ce genre de choses. D'accord. Et ça, c'est de manière aussi indicative. C'est-à-dire que quand on fait un jeu, mettons que dans une aventure, tu te retrouves dans un musée la nuit et tu cherches en fait à faire basculer une statue de 2 mètres de haut en marbre sur un garde qui passe dessous, mettons, pour X ou Y raison. Et bien là, tu regardes juste ta capacité à pousser. Tu regardes ta valeur numérique de pousser et tu sais si la statue pèse plus ou moins lourd, tu réussis ou non. C'est tout. On va pas plus loin. Et si tu me dis, par exemple, là, j'essaye de prendre ce vase antique, je te dis, d'accord, mais le vase là, il est en plomb, il fait 1,5 mètre de haut, il est rempli de miel ou je sais pas quoi, il pèse un âne mort, il pèse, je sais pas, mettons, on va dire au hasard, il pèse 20 kilos. Tu regardes sur ta feuille de personnage, et là, tu vois qu'à 15 kilos, tu passes en charge intermédiaire ou charge lourde, tu sais déjà que tu vas avoir des malus ensuite. Mais ça s'arrête là. Le matos que tu portes sur toi, à moins qu'il soit complètement déraisonnable, tu portes un canon, 2 coulevrines et une arbalète, je veux dire, tu bouges pas, c'est tout, ça n'a aucun sens. Donc, dans RGROP, on ne prend jamais en compte le poids de l'équipement qu'on a sur soi, on n'a pas besoin de le noter, c'est toujours des valeurs indicatives qui servent simplement dans le cas spécifique où je dois tirer une charrette avec 15 codes de maille, je fais rapidement le calcul parce que je connais leur masse, je regarde ce que je peux tirer ou pousser, oui ça marche, non ça marche pas. On s'arrête là. D'accord. Parce que sinon c'est rébarbatif, c'est horrible de gérer le poids de l'équipement dans l'inventaire. Ça devient très vite infernal. Et les suppléments donc, que j'ai publiés n'abordent quasiment pas les mystères. Donc même le maître de jeu peut les prendre, les lire et les faire jouer. On est tranquille. À partir des suppléments qui vont venir, les prochains, Rêves de néant, les crépusculaires et ainsi de suite, là, certains secrets vont transpirer à travers le scénario pour que justement les joueurs commencent à se poser des questions, remarquent des choses, creusent plus en profondeur. Et à partir de ces suppléments-là, si on veut les faire jouer, il vaut mieux avoir connaissance des mystères d'RGROP. Parce que sinon... déjà le maître de jeu va se spoiler de base en lisant le scénario et en plus les joueurs vont commencer à poser des questions et le maître de jeu il saura pas y répondre. Oui, mais bien sûr. Il est tout à fait possible de jouer déjà avec les 4 scénarios qui représentent plus de 50 heures de jeu, donc déjà on a de quoi faire. Oui. Et de créer ses propres scénarios et de jouer dans RGROP sans jamais lire les mystères, il n'y a pas de problème. RGROP c'est une gamme que je veux faire vivre. De toute façon tu l'as vu, tu as plus de 600 pages, t'as 3,5 kg de matériel dans les bras, et c'est pas la fin. Mon but, c'est de faire vivre les gammes. Je suis d'une époque où les gammes vivaient à travers de nombreux scénarios, de nombreux suppléments. Et c'est ce qui rendait justement les univers riches, les univers intéressants. Je veux dire, tu regardes Nephilim, par exemple, la première, la deuxième édition, c'est des gammes qui ont vécu parce qu'elles ont publié des scénarios, des suppléments. On publie des gammes qui s'appellent fermées, ce que j'appelle des gammes mortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasi-intégralité des gammes qui sortent, des nouvelles gammes, c'est un livre de base,
un écran, et si on a de la chance, un scénario, et c'est tout, plus rien. Et on passe à une autre gamme. Tout bonnement parce que l'offre est maintenant, ça y est, elle est myriadique. Ils ont tellement de choix que ils vont piocher plein de gammes qui les intéressent. Mais s'ils devaient toutes les suivre, ce serait un gouffre financier pas possible. Et les éditeurs ont très bien compris que les gens papillonnaient plutôt que d'être fidèles à une gamme aujourd'hui, et que on publie des gammes fermées. Allez hop, ça suffit, on a plié bagage et on vous propose autre chose parce que c'est ce qui fait rentrer de l'argent. J'en discutais avec un ami qui est dans la société d'édition justement, et il m'expliquait très bien que les suppléments se vendent toujours moins au fur et à mesure de la publication, enfin de la vie de la gamme. 500 gammes vendues du livre de base. Le premier supplément va être à 450. Le deuxième supplément va être à 350. Puis ça va diminuer en fait au fur et à mesure. Parce que les gens se lassent, parce que les gens passent à autre chose, parce que parce qu'on épluche en fait, un peu comme un oignon pour arriver à un cœur dur de fidèles et de joueurs passionnés. Et ça, voilà, c'est pas hyper rentable dans la société actuelle. Mais moi, j'ai cette chance d'être en auto-édition, de m'être remboursé de mes frais, et donc d'avoir encore cet argent de côté, cette cagnotte qui s'est reformée. Et donc, mon but, c'est de continuer à faire vivre Argyropé, de me focaliser dessus, et de sortir des suppléments de scénarios, on va parler même de campagne pour les 2 prochains qui vont sortir, et voilà, de faire jouer. Tant pis, si je vends pas X centaines de gammes chaque année, c'est pas grave. Je vais continuer à me faire plaisir avec Argyropé. L'écran a été plébiscité, c'est incroyable. Il est incroyable. Et enfin, j'en suis hyper fier, parce que déjà l'illustrateur qui est responsable de la partie pour les joueurs a fait un travail magnifique. Et de l'autre côté, donc, c'est tout mon œuvre, toute la maquette. Et les illustrations, bien entendu, ce sont des illustrateurs, encore une fois. Mais tous les écrans que j'ai, il n'y a que des trucs dont je me suis jamais servi. C'est ça. T'as des tableaux, mais j'ai pas le temps de chercher dans un tableau pendant le jeu. Il y a des listes de règles et tout ça, et il suffit qu'il y ait un addendum ou qu'il y ait une modification ensuite des règles, ça veut plus rien, l'écran est devenu inutile. Et puis au bout d'un moment, on les connaît ces règles, donc l'écran devient complètement désuet. Et donc moi, j'ai pris le contre-pied encore une fois de proposer des informations sur le lore d'Argyropé, donc sur des choses importantes. Une carte. Donc celle-là, elle est toujours utile parce que comme ça permet de resituer où on se trouve. On est bien d'accord. L'organisation, sur le panneau central, l'organisation générale d'Argyropé. Donc on cherche un nom, on cherche une fonction, on cherche qui est le chef de qui. On a tout sous la main, plutôt que de se feuilleter les 260 pages. Oui. On a les rappels les plus fondamentaux. Le châtiment vermeil, la loi sur le port d'armes, la mélancolie, un paragraphe sur les divinités, sur ce qu'elles représentent, pas sur ce qu'elles apportent en termes de jeu, sur ce qu'elles représentent au fur et à mesure, enfin plutôt au jour le jour, dans le quotidien des gens. Speedrun RPG, c'est un truc qui me trottait en tête depuis longtemps. C'est l'application du speedrun de jeux vidéo au jeu de rôle. C'est-à-dire reprendre un scénario qu'on a déjà joué avec son maître de jeu et ses potes et le refaire avec le but de le finir le plus rapidement possible. Alors dans ce cas-là, l'enjeu est différent. On connaît déjà le scénario, on sait comment il finit. Mais le finir le plus vite possible en s'imposant certains challenges issus de la scène du speedrun, comme par exemple un speedrun en low %, c'est-à-dire qu'on ne ramasse aucun objet, on ne s'équipe d'aucune armure, de rien du tout, ou alors un speedrun en ghost, c'est-à-dire sans jamais se faire voir par un ennemi, un speedrun en no-hit, c'est-à-dire ne jamais se faire toucher par un ennemi. Bref, il y a plein de challenges auto-imposés, donc ça il y a tous les codes du jeu vidéo appliqués au speedrun. C'est un livret de 48 pages dans un format de manuel de jeu vidéo avec la même texture, on a du pixel art, ça n'a rien à voir avec Argyropé et c'est même pas une gamme, c'est un livret qui est en fait une petite couche de règles que l'on applique à n'importe quel jeu de rôle pour pouvoir en speedrunner des scénarios. Donc il n'y aura rien qui sortira de plus, il n'y aura pas de scénario parce que tous les scénarios sont ceux de votre bibliothèque.
Et il n'y aura pas de règles de plus parce que toutes les règles sont déjà là. Et elles sont issues, encore une fois, de la scène vidéoludique. Alors pour Argyropé, je compte continuer sur la même lancée. D'accord. Je suis très heureux aujourd'hui comme ça. Et la production des suppléments n'est pas très compliquée. Comparé au livre de base où on a couverture cartonnée, de la couleur, c'est plus complexe. Là, on est sur des livrets à couverture souple, en dos carré collé, tout en noir et blanc. C'est pas horriblement complexe. C'est pas une charge très lourde. Donc non, Argyropé, je ne compte pas aujourd'hui le vendre les droits ou quoi que ce soit. Travailler avec des éditeurs, il faut si des gens me contactent, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, j'ai un travail qui est très prenant. J'ai une vie de famille très prenante. J'ai Argyropé que je veux faire vivre, donc j'ai pas énormément de place pour un autre projet. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même je ne développerai pas d'autres projets. Dans un futur proche, j'ai sorti Speedrun RPG parce que j'avais envie, mais c'est 48 pages. C'était très rapide à écrire, à tester, à faire jouer, à faire la publicité. Ça a été très bien. Mais par contre, non, je compte pas me lancer dans un autre gros projet du tout. D'accord. Je suis quand même en discussion aujourd'hui avec une société en particulier, hein, mais ça, j'en parle pas, je vais pas en parler plus. Bien sûr, aucun problème. Est-ce que ça mènera à quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Mais dans tous les cas, Argyropé restera dans son processus d'auto-édition. Argyropé est fait pour qu'on se l'approprie. Je veux pas dicter aux gens la manière de jouer. Ça marche pas. C'est pas comme ça le jeu de rôle. D'accord. Donc, non, à partir du moment où j'ai créé quelque chose, les gens vont s'en emparer, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de, entre guillemets, dénaturer les concepts de base que j'ai voulu pour Argyropé. Si ça leur plaît, si c'est leur truc, écoute, qu'ils jouent. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas leur dicter le bon goût. Pas du tout. Argyropé m'appartient. Bien sûr. À partir du moment où les gens ne publient pas quelque chose pour gagner de l'argent et qu'ils font un PDF, tu vois, qu'ils donnent librement sur Internet, il n'y a aucun problème qu'ils fassent ce qu'ils veulent d'Argyropé. Ça pourra ne que contribuer à faire connaître Argyropé. D'accord. Par contre, à partir du moment où quelqu'un me dit, bah regarde, j'ai publié un truc sur Léo Miesto, c'est-à-dire la capitale du Exactement. Bah non. non, bien sûr. Ça marche pas. Il y a une propriété intellectuelle. Bien sûr. Mais je veux dire, à partir du moment où où c'est des gens, des grands amoureux, tu vois, comme dans la communauté Star Wars, des amoureux qui ont écrit des livres entiers, qu'ils ont donné aux gens comme ça. Regardez, j'ai écrit ça. Prenez, lisez, prenez. Ne me payez pas, ne me donnez pas d'argent. Je veux dire, c'est fantastique. Ça montre à quel point on a créé quelque chose d'incroyable qui a marqué les gens. Des romans, des bandes dessinées, des films, des jeux vidéo. Non, t'es pas... Ah, j'en sais rien. Je pense que si ça devait arriver un jour, ce sera à discuter avec la personne, quel est son but et comment elle veut faire les choses, qu'est-ce qu'elle a compris d'Argyropé. Et typiquement, là oui, là je demanderais d'avoir un contrôle quand même du produit. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, s'il y a un but commercial derrière, il y a des droits d'auteur et là il y a une volonté. Donc la chose est différente de la création libre. Quand je vois ce que les gens font par exemple d'un livre pour ensuite l'adapter en série ou en film ou tout ça, la plupart du temps le projet est dénaturé, sabré pour entrer dans des canons, pour entrer dans un politiquement correct ou des standards actuels. Je préfère pour le moment avoir mon petit anonymat, ma tranquillité. Ouais, je comprends. Je rappelle simplement que si vous êtes intéressé par l'achat d'Argyropé, contactez-moi directement, argyropé@gmail.com ou sur le Discord, sur le Facebook, sur le Instagram, sur les réseaux, les forums. Aucun problème, on a encore quelques gammes de disponibles. Ça me fera un grand plaisir de continuer à faire vivre cette aventure. Et tout achat de gamme, en fait, est l'argent qui est récolté part directement aux illustrateurs pour illustrer la suite de l'aventure.